Le même soir de la défaite de Songolin-Sin à Baliqiao, le Yuan-mi-yuan resplendissait de lumière. Xianfeng a reçu en audience ses hommes de confiance et ses ministres influents et a pris 2 décisions. Premièrement, l'empereur Xianfeng fera un séjour dans le palais de villégiature de Zhehe, hameau de la montagne pour fuir la chaleur de Chengde, où il se livrera à la chasse. Deuxièmement, Yixin, prince de Gong, sera nommé émissaire impérial pour régler les affaires de Beijing. Le 22 septembre, au petit matin, Xianfeng est arrivé au palais Anyou du Yuan-mi-yuan. Le jour de Qingming est à l'occasion de l'anniversaire de la naissance et de la mort des ancêtres de la famille impériale. L'empereur était présent pour faire des sacrifices. Après la cérémonie sacrificielle, Xianfeng a dit adieu devant les tablettes de ses ancêtres et a quitté le Yuan-mi-yuan à Beijing. Selon un récit, à l'époque de paix, lorsque l'empereur fait une promenade en bateau sur le lac au Yuan-mi-yuan, les courtisans et les courtisanes sur les rives crient à haute voix que la traversée se déroule en paix. Leurs cris ne s'arrêtent que lorsque le bateau impérial arrive au rivage. Avant le départ de Xianfeng, son fils a crié aussi, comme les autres, que la traversée se déroule en paix. À l'entendre, Xianfeng, très ému, a serré son fils dans ses bras. Désormais, il n'y aura plus de paix. En disant cela, il avait les yeux noyés de larmes. À 10 h du matin, Xianfeng et sa suite ont pris la fuite par la porte de derrière. Du fait qu'ils sont partis en toute hâte, ils ont oublié d'emporter leurs ustensiles, la literie et les tentes. Dans un livre des Qing, l'auteur a décrit le départ précipité de Xianfeng. L'empereur est parti en cachette, avec ses impératrices, ses concubines et les servantes de la cour, accompagné d'une suite peu nombreuse, sans forme de cortège. Le jour du départ, il a mangé seulement 2 œufs, et le lendemain, avec les siens, il a pris quelques bols de bouillie de millet. Il avait les larmes aux yeux. C'est la première fois dans l'histoire des Qing que l'empereur s'est enfui de la capitale. 40 ans après, la femme de Xianfeng, l'impératrice douairière Cixi, a pris encore une fois la fuite avec son neveu, l'empereur Guangxu. Le 6 octobre 1860, l'armée coalisée anglo-française a vaincu encore une fois les troupes de Songolin-Sin de Shengbao à l'extérieur des ports Anding et Desheng. Quand l'armée coalisée a appris que l'empereur Xianfeng faisait un séjour au Yuan-mi-yuan, elle s'est dirigée vers ce lieu. À 7 h du même soir, un détachement français est venu devant l'entrée du Yuan-mi-yuan. Soudain, une vingtaine de soldats des Qing se sont élancés sur lui. Dans une escarmouche, les Français ont tué quelques soldats Qing et chassé le reste. Le lendemain matin, les soldats français sont entrés dans le Yuan-mi-yuan. Devant eux, c'est une succession de palais tellement splendides que l'on ne peut les décrire. S'est exclamé un colonel français. C'est une scène apparue digne des 1001 nuits. C'est une illusion, un rêve et une réalité inimaginable. Un lieutenant de vaisseau français a raconté ses impressions. Les premiers venus au Yuan-mi-yuan croient qu'ils sont dans un musée, parce que sur les étagères sont placés des objets de jade, des pièces d'orfèvrerie et des objets laqués, tous dans un style oriental avec des matériaux précieux. On a l'impression d'être dans un musée européen. Dans sa lettre écrite au maréchal Randon, Montauban, commandant en chef de l'armée française, a dit « Aucun objet en Europe ne peut rivaliser de luxe avec ces objets. Je ne peux pas vous décrire en quelques mots un tel magnifique spectacle. En particulier, les trésors rarissimes sont si nombreux qu'ils m'émerveillent. »
Le lendemain matin, Elgin, envoyé spécial britannique, et Grant, commandant en chef de l'armée britannique, sont arrivés au Yuan. Ils estimaient que ce palais d'été était un ouvrage exquis. Aux yeux des Occidentaux, le Yuan était le jardin des jardins où se trouvaient partout des sites ravissants. En 1744, la 8e année du règne de l'empereur Tianlong, les travaux de 40 sites du Yuan ont été achevés. Tianlong, passionné de poésie, a donné un nom élégant à chaque site du Yuan. Les peintres de la cour, l'italien Giuseppe Castiglione, Sun Hu, Shen Yuan, Trang Dai, etc., ont fait des peintures sur soie des 40 sites. Aujourd'hui, ces peintures font réapparaître les spectacles splendides du Yuan de cette époque-là. Le Yuan a un axe nord-sud constitué par le lac postérieur, le lac antérieur et la porte du jardin Yanse. Après l'élargissement du Yuan, son centre reste encore sur cet axe. À l'extrémité de l'axe se trouvent 9 îlots, dont le plus grand s'appelle Jiuzhou Qingyuan. C'est ici que loge l'empereur et ses concubines. Selon le livre ancien Yukong, le territoire chinois est divisé en 9 régions, Jiuzhou, et les 9 îlots du Yuan sont disposés selon la position de Jiuzhou. Cela signifie que tout le territoire sous le ciel est placé sous la domination de l'empereur. Au centre de Furai, mer du bonheur à l'est, c'est le site Prangdao Yeltrai, pavillon de jade sur l'île Panglai, dont la conception est inspirée d'une peinture de Li Sesun, peintre de la dynastie des Tang. Selon une légende, l'empereur Shi Huangdi des Qin et l'empereur Wudi des Han voulaient trouver la montagne des immortels dans la mer de l'Est. Dans le nord-ouest du Yuan, c'est Zebi Shanfang, la maison de la montagne Zebi, le plus haut édifice du Yuan qui symbolise le mont Kunlun. Jiuzhou, au centre du Yuan qui fait face à la mer à l'est, a une disposition dont la partie ouest est plus élevée que la partie est, ce qui correspond au relief du territoire de l'Empire Qing. Jiuzhou divise par un lac artificiel le Yuan en zone extérieure et intérieure. La zone palatiale, près de l'entrée de Yuan, est précédée de 3 cours. Après l'entrée par la porte du palais, c'est la salle Zhongda Guangmin, être franc et droit. La salle est une copie de la salle de l'harmonie suprême, salle principale de la cité interdite. C'est ici que l'empereur recevait les fonctionnaires civils et militaires et offrait le banquet en l'honneur des représentants des pays étrangers pour célébrer son anniversaire. À l'est de la salle Zhongda Guangming, c'est la salle Xinjiang Qinxian, administrer le pays laborieusement et employer les hommes compétents et vertueux, où l'empereur lisait les rapports des ministres et les annotait, recevait en audience ses ministres et réglait les affaires d'État. Peu après son déménagement au Yuan, l'empereur Yongzheng a déclaré qu'il travaillerait aussi laborieusement que dans la cité interdite, pour souligner que son séjour dans ce jardin n'affecterait pas son règlement des affaires d'État.
Sur le deuxième îlot de Jiuzhou se trouve un parterre de pivoine, auquel l'empereur Tianlong a donné le nom Loyue Kraiyun. Le ciel s'éclaircit avec les nuages dissipés. L'empereur Kangxi est venu ici 5 fois, admirer les pivoines épanouies à la fin du printemps. La 61e année de son règne, soit en 1722, Kangxi est venu admirer les pivoines pour la dernière fois. Son 4e fils, Yingzhen, et son petit-fils Rongli, de 12 ans, se tenaient debout de son côté. Kangxi était ravi de voir son petit-fils Rongli, intelligent et vif. Puis, il a donné l'ordre de l'accueillir à la cour pour recevoir l'enseignement. Rongli était l'empereur Tianlong. Kangxi, Yongzheng et Tianlong, 3 générations, se sont réunis au Yuanmiyuan pour admirer les pivoines. C'est devenu une anecdote qui se transmet de bouche à oreille. C'est un groupe de sites appelé Tianzhan Tuhua, peinture de la nature, qui offre un spectacle copié selon le célèbre site de Hangzhou appelé Suti Chunxiao, la digue de Sudongpo à l'aube printanière. Pour ces moments de loisirs, Yongzheng venait le plus souvent au pavillon Langyin, au sud-ouest du site, pour embrasser tous les paysages du Yuanmiyuan. Le studio Bitrong était le lieu où les empereurs des Qing faisaient des lectures et des peintures. Autour du studio sont plantés de nombreux platanes. On dit que Tianlong venait souvent ici pour écouter les bruits de la pluie afin de chercher de l'inspiration pour ses poèmes. Les sites du Yuanmiyuan, basés sur la cour traditionnelle chinoise, se caractérisent par l'association des paysages naturels et des plantations avec les architectures intégrées dans les jardins. La plupart des sites sont des copies des paysages au sud du fleuve Yangtze. Par exemple, Shangxia Tianguang est la copie du pavillon Yueyang. Tantandangdang, celle du site de Yutuan Guanyu, contemplait les poissons rouges à la source de jade à Hangzhou. Yunpuru, celle du paysage du mont Tiantai. Xifeng Xiuse, celle du paysage du mont Lushan. Tuoshe Linliu, celle du kiosque Lanting, kiosque aux orchidées à Shaoxing dans la province de Zhejiang, où le célèbre calligraphe Wang Xizhe composait et déclamait des poèmes avec ses amis. L'association du paysage et de l'intérêt poétique et pictural permet au Yuanmiyuan de devenir un modèle des jardins classiques chinois. Le site Jiajing Mingtin est inspiré d'un poème de Li Bai. 2 rivières reflètent comme 2 miroirs 2 ponts qui évoquent 2 arcs-en-ciel. Wuling Chunse, Wuling au printemps, a pris son origine dans le livre Souvenir de la source des fleurs de pêcher de Trao Yuanming. Beiyuan Shansun, village lointain du nord, a une disposition évoquant les paysages champêtres décrits dans un poème de Wang Wei de la dynastie des Tang. Xinhua Chungguan, pavillon du printemps aux fleurs d'abricotier, est inspiré du poème Le jour de Qingming de Du Mu, poète des Tang. L'empereur Tianlong a fait une description des sites du Yuanmiyuan. Les petites maisons s'éparpillent çà et là. Au printemps, les fleurs multicolores s'épanouissent. Le monde féerique, raconté dans la mythologie ancienne, est aussi un sujet important au Yuanmiyuan. Ce groupe de pagodes est la copie du site Santan Inyue, reflet de la lune dans les 3 mares, du lac de l'Ouest à Hangzhou. Fenghu Shengding a une architecture de style taoïste, construite d'après le modèle du pavillon Tiongge.
D'après l'empereur Tianlong, il faut créer un mont féerique que l'empereur Shi Huangdi des Qin n'avait pas le moyen de trouver. Parmi les architectures au Yuan-Mingyuan, il en existe une particulière dont le plan possède la forme d'une svastika. Cette architecture, appelée Wanfeng Anhe, a pour allégorie l'éternité de l'Empire Qing. Il s'agit de l'unique architecture en Chine ayant la forme d'une svastika. C'est un gigantesque édifice auquel l'empereur Tianlong a donné le nom d'Anbo Ningding, être désintéressé et serein. Qualité que les sages et les hommes de bien doivent posséder. Par là, l'empereur a exprimé son goût et son aspiration. Le Zhugu Hanjin incarne l'idée de l'empereur de préconiser la bonne moralité. Cette phrase a été tirée d'un poème de Du Fu, de la dynastie des Tang, « Aimer les anciens, mais sans mépriser les contemporains ». Hansu Langdian emprunte une allusion à un poème des Tang pour comparer le lac limpide à un miroir, rappelant aux gens de faire souvent leur examen de conscience. Depuis 1751, l'empereur Tianlong a fait 6 fois sa tournée d'inspection au sud du Yangtze. Voyant les jardins auxquels il s'intéressait, il demandait au peintre de l'accompagner, d'en faire des croquis qui serviraient de référence pour aménager les sites du Yuan-Mingyuan à Beijing. Les petits jardins du Yuan-Mingyuan sont en général les copies de tel ou tel jardin privé au sud du Yangtze. Dans son livre « À la recherche d'un Yuan-Mingyuan perdu », l'auteur Yongsu Wang, savant américain d'origine chinoise, a analysé les succès de Tianlong dans sa reproduction des jardins au sud du Yangtze. Tianlong se disait avec fierté si c'était la peine d'envier la région du sud du fleuve. Il ne l'enviait pas parce qu'il avait transféré ses beaux paysages dans son jardin impérial. À l'automne 1747, l'empereur Tianlong a reçu Benoît Michael, missionnaire français, parce qu'il a appris que celui-ci avait construit une fontaine. Benoît Michael a montré le plan à Tianlong, ce qui a suscité son intérêt. Tianlong a donc décidé de construire un bâtiment comparable au palais européen. Ce bâtiment de style européen se trouverait dans le jardin Changchun, printemps éternel, nouvelle zone élargie à l'est du Yuan-Mingyuan. 4 ans après, les travaux de la première phase ont été achevés. Tianlong a baptisé le bâtiment Xieqisu. Après la construction de la fontaine à Xieqisu, Tianlong envisageait de construire un autre palais colossal et magnifique de style européen. La maquette du palais, conçue par Giuseppe Castiglione et Benoît Michael, a été présentée à Tianlong, devant laquelle il a vu une tête d'animal cracher de l'eau. Satisfait, il leur a fait signe de laisser la tête d'animal afin qu'ils l'observent avec soin. En même temps, il a ordonné de construire le palais le plus vite possible. Le nouveau bâtiment de style européen s'appelle Haiyantrang, qui est le plus grand dans le jardin Changchun. Au milieu du bassin, devant Haiyantrang, il se trouve un château d'eau flanqué de 6 statues en bronze à tête d'animaux et au corps d'humains. Ce sont 12 animaux
qui désignent chacun une année de naissance dans le cycle et les 12 ans, ainsi que chacune des 12 périodes de 2 heures de la journée. Toutes les 2 heures, les têtes d'animaux crachent de l'eau à tour de rôle et à midi, elles crachent de l'eau toutes ensemble. Ce processus se renouvelle sans fin, offrant un spectacle magnifique. Du côté est de Ryan Trang, ce sont les sites d'Ashwefa et Guanshwefa. Selon le recueil des documents concernant le Yuan Mingyuan, le deuxième palais de style européen peut être comparé avec le palais principal de Versailles avec sa fontaine. À Guanshwefa a été installé un trône, réservé à l'empereur pour admirer les jets d'eau. Sur un terrain de 800 mètres de long d'est en ouest et de 70 mètres de large du nord au sud, sont réparties 3 grandes fontaines, ainsi que des édifices de style européen. Ce jardin, mariant les styles chinois et occidental, qui rassemble des colonnes de style romain, des arcs baroques, des végétaux aux formes élaborées selon le style de le nôtre, des tuiles vernissées multicolores, etc., lui permet de rivaliser de beauté avec n'importe quel jardin royal en Europe. Après l'achèvement du bâtiment de style européen, Tianlong a fait restaurer et élargir le jardin Qichun au sud de Yuan Mingyuan et l'a intégré dans celui-ci. Depuis, on appelle le jardin Yuan Mingyuan le jardin Changchun et le jardin Qichun, les 3 jardins de Yuan Mingyuan. Les 3 jardins occupent 347 hectares environ et possèdent plus de 100 sites, ce qui a valu au Yuan Mingyuan le titre de jardin des jardins. Or, un siècle après sa construction, ce célèbre jardin a été incendié par l'armée coalisée anglo-française. Ce dessin représente l'entrée de l'armée française dans le Yuan Mingyuan. Les soldats se massaient autour du bâtiment de style européen Ryan Trang dans le jardin Changchun. Quelques-uns, vêtus de robes de style chinois et coiffés de chapeaux de mandarin des Qing, fêtaient leur victoire en dansant. Ce sont les costumes de la cour des Qing qui ont été pillés dans le Yuan Mingyuan. Le 6 octobre 1860, apprenant que l'empereur Xianfeng logeait dans le Yuan Mingyuan, une troupe de l'armée coalisée qui avait livré un combat près des portes Anding et Doshang poursuivait l'armée des Qing en déroute jusqu'au Yuan Mingyuan. À 7 heures du soir, un détachement français est entré dans le Yuan Mingyuan et s'est mis à se livrer au pillage, déclenchant pour le Yuan Mingyuan l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire moderne de la Chine. En 770, sous le règne de l'empereur Taizong de la dynastie des Tang, le bouddhisme ésotérique était devenu populaire, et sur ordre impérial, des temples parmi lesquels le temple Tinge furent construits à Wutaishan. En 840, un célèbre moine japonais du nom d'Enni Jikaku est arrivé au temple et a écrit « Le temple Tinge possède une imposante statue du Bodhisattva Manjusri, symbole de la sagesse suprême, qui est assis sur un lion dans une position solennelle. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. » En 845, le temple était en ruine à cause de l'empereur Wuzong et de sa politique d'élimination du bouddhisme. Le temple Tinge sur Wutaishan a été reconstruit sous la dynastie des Ming. La salle Taipei dans le temple Tinge est le plus grand de Wutaishan. À l'origine, le Bodhisattva Manjusri se trouvait dans cette grande salle,
mais il fut remplacé plus tard par la déesse de la miséricorde aux 1000 bras. Elle est entourée de 2 statues, le Bodhisattva Manjusri, symbole de la sagesse suprême, et Samantabhadra. Coulée en 1551, la statue en bronze de la déesse de la miséricorde, de 17 mètres de haut, se dresse dans la grande salle. Elle a 20 bras de chaque côté du corps, plus 2 bras sur la poitrine, ce qui fait un total de 42 bras. Lorsqu'on admire la déesse de la miséricorde, on doit la regarder d'en bas. C'est la plus grande statue bouddhiste de Wu Taishan. Wu Taishan a toujours été le site où l'on honorait le Bodhisattva Manjusri. Le culte autour du Bodhisattva Manjusri est fait d'intelligence et de sagesse, alors que le culte autour de la déesse de la miséricorde est basé sur l'aide apportée aux nécessiteux et sur l'allègement des fardeaux des besogneux. Sous les dynasties des Song et des Yuan, la population avait beaucoup souffert à cause des révoltes sociales fréquentes et aspirait donc à la bénédiction et à la protection du Bouddha. C'est pourquoi, sous la dynastie des Ming, le culte d'Avalokitesvara, dieu de la miséricorde, est devenu important dans la culture bouddhiste en Chine. En 1368, la dynastie des Ming a remplacé celle des Yuan, dont les empereurs étaient d'origine mongole. Les groupes ethniques mongols et tibétains sont lamaïstes. Ils suivent le bouddhisme tibétain. Comme Wu Taishan est du point de vue historique une célèbre montagne du bouddhisme, le lamaïsme y était déjà bien implanté. Les empereurs de la dynastie des Ming ont encouragé le développement du bouddhisme à Wu Taishan. Le but était d'améliorer les relations avec les populations mongoles et tibétaines via le bouddhisme Han et tibétain. La politique de la dynastie des Ming visait à se rapprocher des groupes ethniques mongols et tibétains afin de réduire les troubles à la frontière. Elle était d'une importance capitale pendant leur règne de presque 300 ans. Le bouddhisme enseigne que le Bodhisattva Manjusri et l'Avalokitesvara sont des assistants de Sakyamuni. Tous les croyants sont des bouddhistes, qu'ils suivent le culte de Manjusri ou d'Avalokitesvara. C'est un événement rare dans l'histoire des 4 montagnes sacrées du bouddhisme chinois. Les temples dédiés à Manjusri de la dynastie des Tang ont été transformés en temples dédiés à Avalokitesvara sous la dynastie des Ming